Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il faut le reconnaître, votre premier rapport d'orientation, il s'agit bien d'un rapport, parce que de temps en temps vous avez fourché et parlé de budget, on verra le budget dans quelques semaines. Donc votre premier rapport d'orientation budgétaire dans ce contexte était un exercice difficile. Résumer mon intervention pour viser à l'efficacité l'est également. Nous allons ici nous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est bien toujours l'utilité de notre collectivité pour la vie quotidienne des habitants de l'agglomération et pour leur avenir. Et force est de constater que pour de multiples raisons, anciennes et actuelles, à cause de multiples responsabilités, ce rapport et les choix que vous faites ne sont pas de nature à nous rassurer. Augmentation de la fiscalité et baisse des services et des aides de fonctionnement aux acteurs du territoire, politique d'investissement toujours aussi peu transparente et parfois sur des projets que nous disons toujours hasardeux. Ces orientations, puisque je pense qu'il ne faut pas enfermer le débat que sur les deux taxes que vous nous proposez, ce sont bien des orientations politiques, ne vont pas dans l'intérêt des populations et du territoire. Nîmes Métropole est en difficulté financière, ce n'est pas un scoop. Le désengagement de l'État, et je crois que l'exposé long que vous nous avez fait est vraiment un plaidoyer contre les politiques austéritaires qui accablent toujours plus les collectivités, celles-ci comme d'autres. Donc le désengagement de l'État pèse encore et toujours sur les collectivités. Les objectifs de la loi de programmation 2018-2022 amputent chaque année le budget de 6,6 millions de DGF. Et ce n'est qu'un exemple. C'est le cas aussi pour la protection des biens et des personnes contre le risque d'inondation, qui est pour nous aussi une priorité. Et je ne suis pas sûr qu'il ait été besoin de montrer des images de ce que nous avons tous vécu. Mais, et de, par là, essayer, même dans un effort de pédagogie, de culpabiliser peut-être. Parce que le courage, pour moi aussi citer quelqu'un, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de Jean Jaurès. Et la vérité, c'est que cette protection contre les inondations devrait relever de la solidarité nationale, mais qu'elle est de fait transférée aux collectivités par l'impossibilité pour les structures de gestion des grands bassins d'équilibrer leur budget. Il faut interpeller davantage l'État sur ses responsabilités et ne pas faire supporter aux contribuables de notre territoire cette protection par la taxe GEMAPI, qui est une nouvelle mesure austéritaire déguisée par l'État. Il est enfin injuste de faire supporter aux collectivités et donc aux habitants les conséquences de la crise sanitaire, alors que certains grands groupes, et les exemples sont tous les jours dans la presse, accumulent les profits, y compris même sur le dos de cette crise. Les politiques néolibérales, dont vous partagez l'essentiel, que vous avez soutenu et continuez à soutenir, aboutissent à cela, et c'est bien la question politique qui nous est posée ici même. Nous ne sommes pas dans un bocal séparé du reste de la France. Localement, maintenant, l'héritage du passé dont vous êtes aussi en partie comptable est bien sûr aussi responsable de la situation financière. Nous avions alerté depuis 2017 de la dégradation de la situation financière, notamment lorsqu'a été lancé le projet de T2 en 2018, 150 millions d'euros sans PPI, et qui a sans doute fermé le cercueil de l'autonomie financière de l'agglomération. Vous vous souvenez sans doute des interventions de ma collègue Sylvette Fayet. La partie strictement comptable de votre rapport n'a pas manqué de nous interroger. Les réponses que vous nous avez apportées, et je vous en remercie, ne nous convainquent pas toujours. Et pour tout dire, nous pensons que vous ne pourrez jamais exécuter ce plan d'investissement parce que les calculs sont des fois contestables. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais donner juste un exemple. Au bas de la page 60 du rapport d'orientation, le montant des investissements détaillés pour le PPU, investissement prévu pour l'année 2021, est de plus de 82 millions d'euros. Or, ce montant apparaît pour 90,631 millions d'euros à la page 61 dans vos prévisions budgétaires. Ainsi donc, selon vous, budget et PPI sont deux objets distincts et indépendants l'un de l'autre. Ainsi donc, nous allons voter une orientation budgétaire qui consisterait à investir
90,631 millions d'euros, sans savoir précisément le détail de ces 90 millions d'euros. La ventilation de ces investissements doit être communiquée dans le rapport d'orientation budgétaire. En fait, vous nous annoncez 90 millions d'investissements en 2021, auxquels s'ajoutent 28 millions d'investissements non réalisés en 2020, le fameux report. Ces deux chiffres sont nets de subventions et de FCTVA et représentent un total de 118 715 000 euros. Vous leur affectez un taux de réalisation de 60%. Comment pouvez-vous savoir que nous recevrons toutes les subventions reportées de 2020 sur 2021 sans avoir précédemment décidé quels seront les 60% de ces reports qui seront effectivement réalisés en 2021 ? Comment notre Assemblée, et c'est là un problème de transparence, comment notre Assemblée pourrait accepter de voter ces 118 millions d'euros d'investissement alors même que vous nous annoncez que 40% ne seront pas exécutés en 2021 ? Il y a en fait un point plus inquiétant encore. Une partie de ces 40% de non réalisés, qui sont annoncés comme non réalisés, pour une partie de ces 40%, il ne s'agira que de reports qui seront décidés par les circonstances, et nous en sommes bien d'accord. Mais alors que vous prévoyez 51 millions de reports sur l'année 2021, je parle du tableau de la page 61, seulement 15 millions sont reportés sur l'année 2022, colonne à côté. Donc, 36 millions d'euros d'investissement, si on reprend les chiffres de 82 millions du total dans le PPI, c'est-à-dire 44% du PPI, sont donc simplement et purement annulés ? Une question que je vous pose. Le comité de redressement n'a jamais traité de cela, et donc il nous faut savoir qui va décider. Il vous faut apporter des éclaircissements pour que lors du vote du budget, l'Assemblée délibérante, dont c'est le rôle, puisse se prononcer en connaissance de cause. Vous proposez des choix d'orientation. Vous avez annoncé jouer sur les 3 tableaux pour répartir l'effort. D'abord, la fiscalité. L'augmentation de la TOM vient s'ajouter à la taxe GEMAPI. Cette augmentation de la TOM semble être la conséquence d'une guéguerre politicienne, passée et présente peut-être, je ne sais pas. Mais elle pèsera de toute façon sur le pouvoir d'achat, même quand on le divise en 12. L'enjeu pour le budget des ordures ménagères est de s'occuper sérieusement de la collecte et du traitement des déchets de tous les foyers. Là encore, nous le disons depuis très longtemps, des dizaines de milliers de Nîmois sont exclus du tri sélectif et il ne suffira pas de leur faire de la pédagogie, il faut qu'ils aient des conteneurs pour trier. Le risque est grand de voir encore la note s'alourdir avec l'augmentation prévue de la TGAP. Tiens, l'État, là, sait se rappeler encore au bon souvenir des collectivités. La loi à venir sur les biodéchets, la nécessité de réaliser de nouvelles déchetteries, le renouvellement de la DSP pour la gestion de l'incinérateur. Et il nous faut, en tout état de cause, que soit démontré, je crois que vous allez nous envoyer les documents, mais de façon transparente, la nécessité d'une telle hausse aujourd'hui. J'ai une question aussi sur les 400 000 euros d'augmentation de la masse salariale sur l'année précédente, qui me paraissent assez conséquentes. L'augmentation de la fiscalité est d'autant plus douloureuse qu'elle est conjointe à une baisse de 6,3 millions d'euros de dépenses de fonctionnement qui sont autant de services publics, comme par exemple la baisse des aides aux associations, de la subvention prévue pour l'équipement Paloma, alors que nous avons davantage besoin de services de proximité qui créent du lien social et parfois même de la sécurité, comme, et je pense que c'est une question qu'on devrait politiquement se poser, la présence de médiateurs dans les transports en commun. Vous avez vu les conséquences de ce qui se passait dans les transports en commun, et visiblement, encore ce soir au chemin bas, il y a eu des tirs. Et donc je pense que c'est un objectif prioritaire, c'est aussi la protection des biens des personnes. Et la présence de médiateurs a été divisée par 3 en 20 ans. Ce que nous savons, c'est que ces choix ne contribueront pas à améliorer la vie dans les quartiers prioritaires. Vous allez sans nul doute me répondre que l'ANRU va investir des centaines de millions sur ces territoires. Tant mieux. Mais si la solution n'était pas intégralement dans les investissements, et si les quartiers prioritaires méritaient aussi un peu de fonctionnement, que nous pouvons décider ici, et non pas seulement de l'investissement que nous ne ferons que parce que l'État en supportera la plus grande partie. Les économies en fonctionnement ne sont donc pas neutres sur le quotidien des populations. Passons maintenant au choix d'investissement. Vous avez donné au rapport une saveur comptable, mais dans l'esprit de la loi, il s'agissait, je crois, avant tout de donner un sens à l'action communautaire. Ainsi, les concepts de long terme sont absolument absents du propos. Quelle politique, ou absolument,
pas assez présent dans le propos. Quelle politique de développement durable? Quel horizon en matière de mobilité? Notez bien que je parle de mobilité et donc d'organisation de l'espace de l'agglomération, tant sur le plan économique qu'urbanistique. Quel projet pour la métropole en 2030 et au-delà? Quand vous évoquez le développement économique et l'attractivité de Nîmes Métropole, vous concluez immédiatement aménagement de ZAE. La solution n'est pas forcément dans la création de ZAE nouvelles qui sont toujours coûteuses, alors qu'il existe encore, et nous attendons un document précis sur les disponibilités, mais il existe encore aujourd'hui des possibilités dans les zones existantes, comme l'Actipark de Bouillard, qui est encore bien peu occupé. Le développement économique, la création d'emplois, la notion même d'attractivité peuvent être réfléchies autrement. Il est possible de mener une démarche plus respectueuse de l'environnement et tournée vers l'emploi des habitants actuels de l'agglomération et non pas des habitants que vous allez attirer sur les territoires en créant parfois des activités artificielles et déconnectées des réalités locales. Pour ce qui est de Magna Porta, il est urgent de poser un moratoire pour éviter de continuer à dépenser de façon irraisonnée. Nous avons rencontré la société publique locale Agathe sur ce dossier. Nous les remercions de cet échange qui a été riche. Nous en sommes toutefois ressortis avec le sentiment renforcé que cette opération très coûteuse depuis longtemps, dont on paye des conséquences encore cette année, dont on pouvait déjà contester la justification, sera aujourd'hui très difficilement réalisable. Entre les compensations foncières, les compensations au titre de la biodiversité, les problématiques liées à l'eau, au réseau viaire, et l'hypothèse que nous jugeons peu opportune et très irréaliste du fameux parc de loisirs, je crois qu'il faut revenir à la raison. Concernant la T2, nous avons toujours dit, et même des fois avant vous, que c'était un axe prioritaire, l'axe Est-Ouest. Nous pouvons souscrire à l'idée qu'entre la finalisation de la T1 et la finalisation de la T2, la priorité doit être donnée à la T2. Mais aujourd'hui, le projet doit être aussi repris, car l'absence de parking relais à l'AENEC perturbe complètement sa pertinence pour le reste du réseau, comme pour le reste du réseau, l'absence de parking relais aux entrées de ville. Et je pense que ça lui donnerait un caractère communautaire. On privilégie une infrastructure qu'il faudrait re-questionner pour lui donner un véritable caractère communautaire et donc une efficacité, sans regarder concrètement le fonctionnement, la mobilité réelle des habitants, les amplitudes horaires, etc. etc. Oui, donc, pour le renforcement du maillage, à condition que l'on parte de la réalité des besoins, de la mobilité des habitants, de l'agglomération. Là encore, comptez sur nous pour être force de proposition. Pour conclure, j'étais un peu long, je vous prie de m'excuser. Nous vous demandons que les remarques du préfet et du DGFiP, à qui vous allez présenter le budget, soient communiquées à l'Assemblée avant le vote. C'est un élément de la transparence. Malgré les difficultés du moment, nous attendions un rapport qui donne davantage de sens, de perspective, d'ambition. Des points d'appui ont été lancés et sont lancés encore aujourd'hui, mais ces derniers mois. Le projet alimentaire territorial, le plan climat, une réflexion prospective sur les transports avec le projet notamment d'avenir du train-tram de l'Avonage. Il faut leur donner toute leur place et des moyens. Mais aujourd'hui, vous semblez poursuivre les mêmes orientations politiques et faire parfois les mêmes erreurs que lors de la mandature précédente. Elles risquent de conduire aux mêmes impasses. D'ici le vote du budget, nous espérons des inflexions au bénéfice des populations. Je ne reviens pas sur l'augmentation de la fiscalité et la baisse du fonctionnement. Nous espérons aussi plus de transparence sur la réalité des projets d'investissement. Ne continuons pas à faire des annonces qui ne seraient pas suivies d'effets. Merci.